Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV ce soir pour une interview exceptionnelle avec Jean-Jacques Epstein. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Géry. Alors, les téléspectateurs te connaissent dans le duo doc, mais ce soir ce n'est pas le docteur que j'ai le plaisir d'interviewer, mais l'auteur, l'écrivain, qui vient de sortir un livre passionnant, très intéressant dont nous allons parler, Les Volets Bleus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler dans le détail de ce livre, Les Volets Bleus. Les Volets Bleus, c'est une histoire familiale, première moitié du siècle, avec des personnages très attachants. Nanou, Elisabeth, Michel, tu vas nous raconter un peu l'histoire de ce livre et qui sont les principaux personnages. Alors déjà, la genèse, c'est mon père écrivait l'histoire de la famille, parce que mon père a été caché pendant la guerre, et on savait 2-3 choses, mais vraiment des bribes, des petites choses qu'il lâchait comme ça, mais il n'a jamais vraiment raconté d'une manière parfaitement suivie tout ce qu'il avait pu vécu en 42-43. Alors, ton père, ta famille est d'origine hongroise. Voilà, donc famille paternelle, oui. Famille paternelle. Il arrive en quelle année en quelle année il est né? Ah, il est né en 34, mais il est né à Paris. Il est né à Paris. Il est né à Paris en 34. La famille est arrivée à Paris dans les années 20. Alors, ma grand-mère est arrivée à Paris dans les années 20 et a été naturalisée, donc elle était française. Et quand, en revanche, sa mère, qui est arrivée un peu plus tard, n'a pas été naturalisée, et elle était encore austro-hongroise. Et ça, c'est important par rapport au drame de la rafle du Veldiv, où on a raflé uniquement ce jour-là, les Juifs apatrides ont été raflés, donc mon arrière-grand-mère, qui était austro-hongroise, en revanche, ni mon père ni ma grand-mère n'ont été inquiétés. Donc ton père, qui a une dizaine d'années pendant la guerre. C'est ça, oui. Donc il va raconter dans différents feuillets. Alors, il a raconté, ouais. On le voyait travailler sur son ordinateur, et quand on voulait un peu savoir de quoi il s'agissait, bon, déjà, il disait non, c'est pas fini, vous verrez quand ça sera terminé. Et puis, il nous envoyait quelques chapitres, des petites bribes, quelques lignes, ce genre de choses. Qu'on trouvait plutôt sympa. Et puis, à la fin de sa vie, bon, il s'est bien rendu compte que malheureusement, il était malade et que les choses allaient hélas, se finir rapidement. Il m'a demandé de prendre soin des Volets Bleus, de le finir. Alors, finir, je me suis dit, qu'est-ce qu'il entend par ça? Déjà, il faut que je lise. Donc, il est mort en octobre 2017 et pendant presque 3-4 mois, j'ai rien touché. Tu vois, je pouvais absolument pas ouvrir ce document. C'était quelque chose. Et puis en plus, j'avais récupéré son ordinateur. Alors, tu sais, un ordinateur, c'est la vie de quelqu'un. Donc, rentrer dans l'intimité, c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Ouais, c'est très compliqué. Donc, j'ai commencé par mettre tout dans un fichier, tout ce qui est dans l'ordinateur, tout compressé et mettre sur un disque dur en disant, voilà, c'est là. Si quelqu'un veut regarder, il regardera. Moi, j'y touche pas. Et j'ai gardé que le fichier texte en me disant, il voulait être édité. J'ai mon éditeur qui peut être intéressé, j'ai quelques éditeurs qui étaient intéressés, je vais jeter un œil, je vais mettre un peu ça d'équerre, et ensuite on enverra ça chez l'éditeur. Or, en commençant à lire, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme travail de réécriture, de correction, de cohésion dans son texte, et le plus dur, ça a été de couper le cordon ou de tuer le père, c'est-à-dire de parfaitement m'amender un peu de son écriture, pour vraiment imposer la mienne. Parce que sinon, ça fait, tu sais, un monstre à deux têtes. Il y en a un qui tire la couverture, l'autre qui tire la couverture, et ça va pas. Il faut dire pour les téléspectateurs que c'est un livre qui va raconter l'histoire de ta famille paternelle avec des allers-retours historiques entre leur vie au début du XXe siècle en Hongrie. Ensuite, il y a des séquences dans les années 20 au fur et à mesure des départs de la famille, coupées avec leur vie à Paris. Le départ donc de ton père et de ta grand-mère en zone libre, aidés par des résistants qui vont être cachés, et ça va se dérouler comme ça jusqu'à la fin de l'année 43, mais toujours avec ce jeu d'aller-retour. Donc quand tu parles du travail, effectivement, pour reprendre la main et à poser ta patte sur le livre, on imagine effectivement la quantité de travail, parce qu'il y a ce jeu d'aller-retour et énormément de détails à la fois familiaux et historiques qui font le cœur du livre. Alors, justement, j'ai dû contacter tous mes cousins. J'ai une grande famille qui, malgré la Shoah, a réussi quand même à partir aux États-Unis, en France. Ouais. J'en ai plus en Hongrie, en revanche. Donc, j'ai contacté un peu certains qui sont encore en vie. Il y a notamment, on parle d'un personnage qui s'appelle Alice. Et Alice est toujours en vie. Elle vit à Chicago.
Donc j'ai réussi à la contacter, elle m'a raconté 2-3 petites choses, corrigé également quelques erreurs que j'avais pu faire, alors, tout en lui expliquant que je ne faisais pas une biographie hyper rigoureuse. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un côté romanesque, Romanesque, c'est une ce que touche j'allais dire. romanesque que Ouais. j'avais envie un peu d'imposer, notamment dans la profondeur et le caractère de certains personnages qui étaient un peu posés comme ça, brut de fonderie. Je pense notamment à l'instituteur Le dont on parle beaucoup dans ce Tatave, livre. ouais, très Ouais, attachant. Tatav. Ouais, un Et personnage, donc un je me suis ancien inspiré de mon poilu propre. qui devient Voilà, instituteur. On va pas tout raconter, mais voilà, dont le destin qui va beaucoup marquer ses élèves et la vie de l'école. Et puis voilà, qui, ancien poilu, à un moment, va prendre des décisions radicales qui vont changer sa vie. mais c'était, tu vois, vraiment, je trouve qu'en lisant ce livre, enfin, en lisant ces notes et en restructurant ce livre et en le réécrivant, je me suis rendu compte quand même que pendant la guerre, ce qu'on disait toujours, qu'il y avait 100 000 résistants, 100 000 collabos et les autres faisaient ce qu'ils pouvaient, ben, c'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment quand même où des décisions ont dû être prises par certaines personnes. Il y en a qui les ont prises dans un sens, il y en a qui les ont prises dans un autre, et puis il y en a qui ont pris aucune décision, hein. Et qui se sont laissés complètement libres en disant bon ben on fait ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut, c'est avoir à manger, qu'on nous emmerde pas trop, que les Anglo-Américains ne bombardent pas trop dans le quartier, que les résistants ne fassent pas trop de bêtises pour pas risquer d'être pris en otage. Alors, Donc, j'allais rebondir là-dessus. Effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de justesse aussi parce que on n'est pas sur ils sont blancs ou ils sont noirs. Il y a une petite minorité de blancs, les résistants, une petite minorité de noirs miliciens collabos, et puis il y a une énorme zone au milieu avec effectivement ces familles, ces tickets de rationnement, cette crainte qu'on oublie beaucoup des opérations anglo-américaines ou des résistances, parce que derrière c'est des arrestations, des fusillades. Donc il y a toute cette dimension-là, je trouve que tu rends avec beaucoup de justesse. Et qui permet de prendre du recul et de nuancer beaucoup cette image qu'on peut avoir de la vie pendant la absolument. guerre en zone libre, puis après quand les Allemands arrivent dans cette zone libre, parce qu'on suit vraiment le quotidien de ton père et de ta grand-mère, caché, mais lui va à l'école, elle, couturière, rebondit entre guillemets et se développe une clientèle avec les dangers parce qu'ils se font passer pour des Alsaciens, mais un certain nombre de personnes se doutent que ce ne sont pas des Alsaciens, donc on sent une angoisse au quotidien quand même quand elle laisse partir son fils à l'école ou quand on frappe à la porte, et tout ça est rendu avec beaucoup de justesse. Mais tu vois, ce que j'ai voulu aussi montrer, alors tu sais, j'ai plusieurs maîtres en écriture, hein. C'est Pagnol et Goscinny, dans le Petit Nicolas. Et Oui. donc, tu vois, tout ça, ça tourne toujours autour de l'enfance, hein. Et j'ai voulu, dans les relations entre Michel, donc mon père, et son copain Nanou, vraiment retrouver le même esprit que soit la camaraderie entre Marcel et son copain dans le Midi, ou alors entre Nicolas, le petit Nicolas et sa bande de copains, où le monde peut s'effondrer. Ils s'en foutent. Eux, ils veulent aller à la pêche, ils veulent jouer au foot, ils veulent aller au cinéma. Ça reste des gosses. Donc, avec naturellement certaines angoisses et certaines craintes, mais aussi un peu de témérité et quelquefois même qui peut friser la dangerosité, notamment quand ils se retrouvent au milieu d'une opération militaire, et alors que franchement, ils pensaient pas du tout se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais encore, ça reste des gosses. Ouais. Tu vois, qui prennent. C'est ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est ce côté, voilà, ça botte la guerre. Il y a cette angoisse de se faire arrêter parce qu'on est juif. Et puis de le pas fait raconter, de gendarme tous les matins qui les attend voilà. à côté de l'école et dont ils doivent attendre le feu vert pour traverser. Oui, absolument. Et puis tous les matins chanter l'hymne au maréchal. Ouais. Puis il y a un moment qui est rigolo, c'est quand je raconte ils font une preuve de résistance et qu'ils ne chantent pas les paroles, mais ils font là, en disant Ouais, voilà, tout à fait. on est résistants nous aussi, quoi, Ouais, hein. ouais, ouais. Mais Mais c'est c'est vrai que, vraiment ce que j'ai voulu montrer, cette légèreté également dans la vie quotidienne d'un gamin de 9-10 ans. ouais. Alors effectivement, on sent beaucoup cette légèreté. Son meilleur copain, les copains de classe, le maître. Dans la deuxième partie du livre, une fille également qui va se joindre à ce duo de copains. Mais voilà, on a quand même l'horreur de la guerre, la présence des Allemands avec les résistants, avec des attaques, avec des miliciens. Donc on a quand même effectivement cette légèreté d'un côté, mais on sent que le quotidien est lourd. Voilà, eux ont eu une enfance
importance toute particulière avec certains événements qui vont les marquer à vie. Ah bah notamment à la fin, tu sais, quand ils assistent dans le cinéma cette scène. Alors mon père m'en avait parlé, enfin, il en avait parlé à des amis à lui et quand j'étais gosse, j'avais toujours une oreille qui traînait. Hein. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Donc je vais pas raconter ce qui se passe, mais ça l'a énorme. Il y a deux choses qui l'ont marqué dans sa vie. Il y a ça et puis évidemment le jour où sa grand-mère qu'il adorait a été raflée en juillet 42 à Paris, où il a toujours dit qu'il a l'impression d'être mort ce jour-là. Ouais, Parce que lui, il s'est toujours senti miraculé. Pourquoi elle est partie et pas nous? ouais. Pourquoi on n'est pas Et parti puis, avec parce que, elle? alors, ça se passe dans la première partie du livre, mais parce qu'en plus, normalement, il sortait avec elle, c'est ça? Il sortait avec elle, et Oui, ce oui, oui, il faisait tout jour-là, avec elle. ouais, c'est ça. Comme lui est français, donc enfin parfaitement bilingue, hein, il parlait hongrois et français, donc il servait d'interprète pour sa grand-mère, lui montrer ce que c'était que la vie de Paris, le métro, le bus, les grands boulevards, enfin les balades. Lui, c'est un gamin, c'est vraiment un Parisien, un titi parisien dans toute sa splendeur. En plus, habitant dans le quartier des grands boulevards, tout près du musée Grévin. Enfin bon, je pense que tu connais peut-être ce quartier-là, Ouais. mais c'est un quartier qui est plein de vie, Faubourg-Poissonnière. Enfin, c'est le Paris que j'adore personnellement, parce que c'est un Paris qui est à la fois populaire, commerçant, qui vit, un peu le ventre de Paris, et c'est Et puis on est à cette et époque après la Première Guerre mondiale, encore loin de la deuxième, donc c'est la belle époque, les gens sont bien sûr. heureux, enfin on retourne sur la vie et effectivement ton père en général accompagne sa grand-mère quand elle sort faire les courses dans le quartier. Ce jour-là il ne l'accompagne pas, on est en juillet 42 et Ouais. effectivement donc elle va être raflée et déportée lors de la rafle du Veldiv. Mm. Ouais. Et, euh, et là, si tu veux, mon père a fait, alors j'ai pas trop touché, j'ai un peu mis d'aplomb, il a fait complètement de l'Uchronie. C'est-à-dire qu'il s'est imaginé le destin qu'elle a pu vivre quand elle est arrivée à Drancy, les quelques jours qui ont précédé son départ à Auschwitz. Et c'est un passage qui est, bon, c'est tout au début, c'est très dur, bah, c'est pas assez dur, c'est très émouvant parce qu'on imagine cette vieille femme complètement perdue. Enfin, Elle faut parle se pas mettre la un peu à la langue, place de ces gens, quoi. ouais, Hein, elle qui parle pas parlaient la pas la langue, langue et elle qui ne comprend comprennent pas ce qui pas, lui qui avaient arrive. confiance dans ce pays, confiance en ces gendarmes, confiance en cette police, et qui du jour au lendemain se trouvent entassés à Drancy avec, on part pour Pichipoy et on ne sait pas du tout ce que c'était. Voilà, c'est une destination secrète. Personne ne savait trop ce qui se passait à l'est pour travailler, pas revenir, on ne sait pas. Enfin bon, ça a été quand même, j'imagine, enfin, dans la tête de ces gens, mais l'horreur qu'ils ont dû souffrir. Et puis après, la traversée de toute l'Europe dans ces trains bestiaux, arriver à Auschwitz, la rampe, et puis voilà. Parce qu'on va rappeler que là, on parle de. Alors, c'est la partie, c'est la deuxième. En fait, il y a vraiment deux phases dans le livre. Il y a la partie familiale, biographique, avec un peu de cette dimension romanesque. Et puis, il y a une partie historique, très documentée, où tu racontes effectivement le cours de l'histoire. Et Mm. tu rappelles très justement que ta famille, comme beaucoup de juifs européens, sont arrivés en France dans les années 20 ou les années 30. À ce moment-là, pas à cause du nazisme. Dans les années 20, c'est la montée de l'antisémitisme. Absolument. Et j'ai découvert avec toi les premiers pogroms anti-juifs en Hongrie en Bien sûr. 1929. Et c'est des juifs dans ta famille qui n'avaient pas le souhait d'aller en France. C'est Ah non, pas du tout. les Pas premiers du sont tout. partis et ont essayé de ramener les leurs qui voulaient soit rester en France, soit tenter l'aventure aux États-Unis. Mais tous ces juifs étrangers dont on parlait il y a quelques instants, voilà, c'est des juifs qui par nécessité en fait avaient quitté leur pays, étaient en France parfois depuis quelques mois, ne maîtrisaient pas la langue, voulaient arriver en Bien France, sûr. pays des libertés, et effectivement ont vécu. Et qui voulaient s'intégrer. Tu vois, ils avaient par exemple, mon père, son prénom a été francisé tout de suite. Enfin bon, il est né en France, mais on aurait pu lui donner un prénom hongrois. Donc il a été francisé tout de suite. Il était interdit de parler le français. On a francisé beaucoup de Le noms. hongrois, Il voulait rentrer dans les. Pardon? interdit de parler le hongrois. Le hongrois, pardon, Oui, 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 excuse-moi, le oui. hongrois. Il voulait vraiment entrer dans une sorte de. Alors c'est un terme qui est un peu dévoyé aujourd'hui, mais une forme d'assimilation, comme je le dis, d'un de mes grands-oncles. Hein. Il voulait pas qu'on entende parler de lui. Lui, il voulait se lever, faire son taf, vivre sa vie, être un Parisien comme les autres, franciser son prénom et les choses iraient très bien. Et qu'on l'embête pas. Et ils ont jamais fait preuve de vouloir d'imposer un peu un style de vie. Ils ont été, et puis ils étaient très, très, très reconnaissants. C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'ai connu ma grand-mère jusqu'en 75, j'avais une dizaine d'années, ma grand-mère était très reconnaissante envers la France. Même si
même s'il y a eu la rafle du Veldiv et les rafles et les déportations. N'empêche que c'est le pays qui les a accueillis au moment où ça tournait vraiment au vinaigre en Hongrie, avec les premiers pogroms faits par les Roumains. Parce que, je dis dans le bouquin, et ça je peux le dire, c'est une anecdote que j'adore, mon arrière-grand-mère disait, quand tu serres la main à un Roumain, recompte tes doigts. Ouais. Parce que bon, les Hongrois et les Roumains, ils s'aiment pas trop, quoi. Donc voilà, c'est un livre passionnant. Il y a de l'humour, il y a beaucoup d'émotions, des dimensions historiques. Les volets bleus, tome 1, tome 2. Je vous invite à le découvrir pour les amoureux d'histoire familiale, d'histoire, la vie de cette famille qui vit la Deuxième Guerre mondiale, qui va se cacher avec beaucoup d'anecdotes et d'émotions. Je voulais dire que tous les droits de ce livre tout à fait. seront reversés à l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, qui évidemment vous connaissez. Alors, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, on va expliquer en 2 mots ce que c'est l'OSE. Donc, c'était cette association qui a aidé les familles cachées pendant la guerre. La maison d'Isieux était une maison qui était administrée par l'OSE. Et donc, tu as fait le choix que tous les droits du livre soient reversés à cette association. L'OSE est toujours très active, au Café son siège est au Café des Psaumes, il me semble, à Paris, rue des Rosiers. Ils sont très impliqués dans l'enfance difficile, dans la maladie d'Alzheimer également. Et je trouvais que ça avait beaucoup de sens de faire en sorte que tous les droits soient reversés à cette association. Eh ben, c'est un très beau geste de ta part. Jean-Jacques Herbstein, merci beaucoup. Je vous invite tous à découvrir Les Volets Bleus, tome 1, tome 2, récit d'une famille qui vient de Hongrie, vit la guerre à Paris, puis en zone libre, entre émotions, récits historiques, témoignages pour son père Roland, Michel. À très bientôt sur Tandem TV. Jean-Jacques, merci encore. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.